bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, votre émission pour aller plus loin ce soir. Avec d'abord cette question, quelle coalition contre le groupe État islamique? François Hollande va multiplier les rencontres cette semaine, David Cameron ce lundi, puis Angela Merkel, Barack Obama et Vladimir Poutine dans les jours suivants. Quel rôle et stratégie pour chacun? Débat à suivre. Le grand retour de la souveraineté et de la nation. Depuis les attentats de Paris, il y a une forte réaffirmation de notre fierté nationale. La Marseillaise, le drapeau tricolore ou encore l'engouement pour l'armée. Analyse de cette période post-attentat avec de nombreux invités tout à l'heure en notre compagnie. Sa connaissance et son expérience de l'histoire et des relations diplomatiques sont reconnues dans le monde. Il ne s'est pas exprimé depuis ce terrible vendredi 13 novembre. L'entretien ce soir avec mon invité, Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, nous livre sa vision de la situation actuelle. Voilà donc pour le programme. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à réagir à nos débats via le hashtag OVPL et tout de suite les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Et on commence avec cette information, une ceinture explosive retrouvée à Montrouge, près de Paris. Il s'agirait d'un engin comparable à celle utilisée lors des attaques du 13 novembre, retrouvée dans un tas d'ordures. La ceinture était dénuée de son dispositif de mise à feu. Selon les enquêteurs, le téléphone de Salah Abdeslam, l'un des auteurs présumés des attentats, avait été localisé dans la zone au soir du 13 novembre. Regardez maintenant cette image des chasseurs français qui décollent. Les Rafales du porte-avions Charles de Gaulle passent à l'action. Des frappes sur les zones contrôlées par l'État islamique en Irak et en Syrie ont donc déjà commencé. 26 chasseurs embarqués viennent tripler la capacité française dans la région. 10 jours après les attaques de Paris, la traque continue. En Belgique, une vingtaine de personnes ont été interpellées et ce soir, une d'elles a été inculpée pour participation aux attentats de Paris. Toujours aucune trace de l'homme le plus recherché d'Europe, Salah Abdeslam. Rien n'indique qu'il se trouve encore ce soir en Belgique. Et depuis 4 jours, Bruxelles est une ville en état de siège sous alerte antiterroriste. Des blindés légers ont pris position dans la cité, métro, commerce à l'arrêt. Des mesures de sécurité qui vont durer, selon le Premier ministre belge, qui l'a annoncé tout à l'heure. En France est venu le temps des funérailles de certaines victimes des attentats. Dans plusieurs villes du pays, les cérémonies ont eu lieu aujourd'hui. Vendredi, un hommage national sera rendu aux Invalides à Paris en présence du chef de l'État. Notez cette proposition maintenant, transformer les terroristes français en apatrides. C'est Jean Bizet, le sénateur Les Républicains, qui émet cette hypothèse dans l'arsenal antiterroriste. François Hollande a déjà souhaité élargir la possibilité de déchéance de nationalité aux binationaux, mais le parlementaire veut aller, vous allez l'entendre, veut aller plus loin. Et quand ces individus font ce choix, c'est un choix qui est mûrement délibéré, qui n'est pas fait au doigt mouillé, donc il faut qu'ils s'attendent à ce qu'ils ne seront pas les bienvenus. Mais ils seront les bienvenus dans n'importe quel pays. Ceci étant, ces apatrides ne sont pas pour autant, je dirais, voués à la vindicte populaire, parce que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme fait en sorte qu'au niveau, je dirais, de la vie privée, au niveau d'un certain nombre de modalités de leur vie, ils ne sont pas, je dirais, ils sont malgré tout plus exactement protégés. Merci. Donc c'est quand même malgré tout relativement doux par rapport à ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont. Cette information maintenant, l'État condamné à des aménagements sanitaires à Calais, précisément là où vivent 4500 migrants dans des conditions insalubres. Les détails avec Julie Hulin. Les mesures sont définitives et devront donc être mises en œuvre. Le Conseil d'État a condamné la France à réaliser les aménagements sanitaires dans le camp où vivent plus de 4500 migrants. Une décision confirmant celle du tribunal administratif de Lille prononcée le 2 novembre dernier. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et la commune de Calais avaient pourtant fait appel de ce jugement, évoquant notamment une erreur de droit. Le Conseil d'État leur a donné tort. Ils ont désormais 8 jours pour mettre en place 10 points d'eau supplémentaires, 50 latrines, des dispositifs de collecte d'ordures, ainsi que la création d'accès pour les services d'urgence. Une décision qui pourrait faire jurisprudence en obligeant le gouvernement à rendre salubres tous les campements que compte le pays, notamment ceux hébergeant les gens du voyage ou les Roms.
Chaos debout, si j'avais su, ce sont les mots de René Maratier lors de la réouverture en appel du procès Xynthia. L'ancien maire de la Faute-sur-Mer a admis des failles devant les juges. Lors de la tempête Xynthia en 2010, 29 personnes avaient péri dans sa commune. René Maratier dit n'avoir jamais pu imaginer une telle catastrophe. Écoutez son avocat. Bien sûr, il assume ses responsabilités, il ne vient pas dire j'ai tout bien fait au regard de ce qui s'est passé lors de Xynthia, et il serait malvenu à le dire. Il dit effectivement je n'ai pas entendu, compris que ces mesures étaient absolument indispensables, je le regrette, mais à l'époque je n'avais pas les outils pour l'entendre, pour prendre la mesure du risque et de l'importance de celui-ci. Et on termine avec ce chiffre, 600 000, celui des personnes décédées suite aux catastrophes naturelles, toujours plus nombreuses depuis 20 ans. Inondations, tempêtes tuent partout sur la planète. À une semaine, jour pour jour, de l'ouverture de la COP21, l'ONU livre ce rapport alarmant. Et ce sont les tempêtes qui sont les catastrophes les plus meurtrières, avec 242 000 morts. On passe maintenant au premier débat de ce soir. On revient sur l'intense activité diplomatique de François Hollande contre le terrorisme international. Oui, François Hollande a donc entamé une semaine diplomatique tous azimuts, de Washington à Moscou, en passant bien évidemment par des rencontres avec les responsables européens, dont Angela Merkel et David Cameron. C'était ce matin, 10 jours après les attaques de Paris. Quelle coalition contre Daesh? Qui sont vraiment nos alliés et que font concrètement les Européens? Quelle vision politique également, au-delà des bombardements? L'analyse et le débat avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, les détails de cette semaine intense sur le plan diplomatique avec Flora Sauvage. Ce matin, c'est David Cameron qui a ouvert le bal. Après s'être recueilli aux abords du Bataclan avec François Hollande, le Premier ministre britannique a été reçu à l'Elysée. L'occasion d'affirmer, après les attentats du 13 novembre, l'entente cordiale qui existe entre la France et la Grande-Bretagne. Je soutiens fermement l'action que le président Hollande a entreprise pour frapper l'État islamique en Syrie. J'ai la ferme conviction que la Grande-Bretagne doit en faire de même. Cette semaine va être décisive pour David Cameron. Il cherche à obtenir l'approbation de son Parlement. Objectif, participer au bombardement contre l'organisation État islamique, aux côtés des États-Unis, de la France et de la Russie, qui s'est engagée séparément. Mais François Hollande veut désormais œuvrer à une coalition unique avec Moscou et Washington contre l'organisation terroriste. Ce sera l'objet de sa rencontre avec Barack Obama demain aux États-Unis, mais aussi avec Vladimir Poutine jeudi à Moscou. Nous sommes convaincus que nous devons continuer à frapper Daesh en Syrie. Nous allons intensifier nos frappes. Nous allons choisir des cibles qui feront le plus de dégâts possible à cette armée terroriste. Mercredi, le président français et la chancelière allemande doivent se retrouver autour d'un dîner informel à Paris pour parler des questions de réfugiés et de sécurité. Enfin, ce lundi, à l'Elysée, François Hollande a rencontré le président du Conseil européen, Donald Tusk, pour discuter de la lutte contre le terrorisme et de la crise syrienne. Et sur ce sujet, nos invités ce soir, Isabelle Lasserre, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, journaliste spécialiste des questions de défense et stratégie au Figaro. Nous accompagne ce soir François Durper, bienvenue. Historien, spécialiste des États-Unis, et Hélène Miard de la Croix, bonsoir. Bonsoir. Professeure à l'Université Paris-Sorbonne, historienne, spécialiste de l'Allemagne. Alors, François Hollande veut donc enrôler les grandes puissances, qu'elles s'impliquent davantage, et c'est le cas notamment de ses alliés européens. François Durper, qu'elles s'impliquent contre Daesh. Est-ce que c'est aussi l'heure de vérité pour chacun des pays dans sa stratégie contre l'État islamique? Oui, on va le voir dès demain avec la rencontre entre François Hollande et Barack Obama. Très clairement, les deux puissances ne participent pas à la hauteur de ce qu'elles représentent sur le plan militaire. Les États-Unis, c'est 40% des dépenses militaires mondiales, la France 4% des dépenses militaires mondiales. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Barack Obama ne semble pas très impliqué. Ça va changer demain pour 3 raisons. Ça va changer, alors il faut voir dans quelle proportion ça va changer, ce sera l'inconnu. D'abord, contextuel, c'est l'attentat, évidemment. Barack Obama est obligé, évidemment, d'aller même sur une communication qu'il aime pas trop, qu'il affectionne pas trop, de guerre. C'était plutôt Barack Obama, vous savez, le smarter leadership, le leadership plus intelligent. On a vu le plus intelligent, mais on n'a pas tellement vu le leadership. C'est, deuxième chose, la question du bilan, parce que dans 1 an, Barack Obama ne sera plus président. Plus exactement, il sera président, mais il y en aura un autre.
et on sera dans la phase transitoire avant l'investiture du prochain président, qu'il lui faut un bilan, et pour l'instant, le bilan au Moyen-Orient, c'est un chaos. Et puis, peut-être que la troisième chose, c'est évidemment une raison stratégique. On a bien vu évidemment les avancées stratégiques dans la région de la Syrie, de la Russie. Quand vous avez l'état-major russe qui dit en une journée, on a bombardé plus que la coalition dite internationale en un mois. J'imagine bien que ça ne fait pas plaisir. Pour ces trois raisons, il va devoir bouger. Alors après, évidemment, dans quelle mesure il va bouger? Il ne pourra pas bouger énormément. Pourquoi? Parce que, on le verra peut-être un peu plus tard, il a convaincu une opinion publique américaine qui, aujourd'hui, est plutôt réticente. Ça fait quand même un petit moment que Barack Obama est l'homme du retrait. Et ce n'est pas l'homme des nouvelles guerres. Des engagements. Isabelle Assert, mais le président américain a quand même durci le ton. Ce ne sont que des mots ces derniers jours. Au départ, il y a quelque temps, c'était un Barack Obama sur la défensive, il faut le rappeler, accusé de faiblesse et d'inaction, vilipendé par un camp républicain en pleine campagne électorale qui tire donc des flèches acérées. Et puis c'est une Amérique qui est hantée par le risque de nouveaux attentats et par ce qui s'est passé en Irak. Il y a tout cela qui joue. Oui, mais je trouve qu'ils sont quand même... ils ont monté le ton un tout petit peu. Et pour l'instant, on n'a aucun mouvement d'un changement de stratégie à Washington. Absolument pas. Ça va être très compliqué, cette coalition, parce que normalement, non seulement il va falloir bouger les Américains, mais on a, en plus des Américains, des acteurs qui sont des puissances régionales, qui n'ont pas fait de Daesh la priorité et la menace principale. C'est d'ailleurs aussi le cas de Barack Obama. Les Russes, par exemple, qui continuent à voir, même depuis qu'ils sont intervenus, et même depuis qu'il y a eu l'attentat, et même depuis la main tendue, d'abord par Poutine et ensuite par François Hollande, continuent à avoir une attitude extrêmement ambiguë dans les buts politiques et militaires qu'ils poursuivent en Syrie. L'Iran, qui ne fait pas de Daesh une priorité, parce que Daesh est le principal moyen pour l'Iran d'empêcher sur le terrain. Oui, ils ont des forces spéciales pour soutenir le régime de Bachar el-Assad. Mais Daesh est le principal moyen pour l'Iran d'éviter un retour de toutes les puissances sunnites dans la région. Vous soulignez l'hétérogénéité de cette coalition. Je souligne, tous les acteurs, toutes les puissances régionales ont des intérêts divergents, voire contradictoires. C'est aussi le cas des puissances sunnites comme l'Arabie Saoudite, qui considère que l'Iran est un danger bien plus grand que Daesh. C'est aussi le cas de la Turquie, qui considère que l'irrédentisme kurde est le principal problème. Et finalement, le seul pays qui paraît totalement déterminé à lutter contre Daesh, c'est la France. On est assez seul, comme finalement, pour l'instant. Alors, visé en son cœur. On va revenir, c'est très important, sur les pays arabes. Hélène Millard-Delacroix, avant de parler de l'Europe et de l'Allemagne, que vous connaissez très bien, on a l'impression que cette grande coalition dont on parle, pour l'instant, ce ne sont que des mots. Ça va être très compliqué de ramener tous ces intérêts divergents vers un seul objectif, éradiquer Daesh, c'est ce qui est dit. Oui, mais je crois que c'est tout à fait à l'image de la diversité des positions, des traditions et des possibilités et des intérêts des différents pays. Faire une coalition, ça ne veut pas dire mettre des soldats les uns à côté des autres, qui sont tous égaux, tous pareils. Je pense que l'intelligence du projet, si il arrive à avancer, c'est de profiter des atouts des uns et des autres. Certains ont des atouts réellement militaires, d'autres plus logistiques, d'autres plus diplomatiques, et que ce serait une grande erreur de vouloir mettre tout le monde au même niveau, parce qu'il y aurait des résistances dans les opinions publiques que les dirigeants ne peuvent pas se permettre. C'est très important, les opinions publiques. François Durper, comment l'opinion publique américaine a évolué aujourd'hui, et notamment depuis les attentats du 13 novembre à Paris? Vous avez raison, les attentats du 13 novembre étaient à Paris. N'était pas au cœur de New York. Mais Paris a été le centre du monde. Mais oui, mais la solidarité et le fait de l'éprouver dans sa chair, souvenez-vous du 11 septembre 2001, pour le coup, les Français disaient aux Américains solidarité dans le deuil, mais faites attention, soyez intelligents dans la réponse. Et j'en parle évidemment 18 mois plus tard dans l'invasion d'Irak, vous vous souvenez de la réaction de la France. Aujourd'hui, ce sont les Américains un peu qui renvoient cela aux Français. D'abord, une chose, c'est que l'opinion publique américaine n'a pas été touchée par un attentat. Donc là, pour eux, c'est très très loin. Vous avez vu la provenance des terroristes, ils sont passés par certaines filières migrantes. Pour le coup, ça ne peut pas arriver aux États-Unis parce que y a l'Atlantique. L'Atlantique, c'est grand. Première chose. Deuxième chose, il y a l'idée dans l'opinion
américaine que le Moyen-Orient, c'est plus le centre, c'est plus le cœur, c'est plus l'enjeu, à force de lui parler de pivot, à force de lui parler d'Asie, à force de lui parler d'indépendance. Déjà et puis indépendance énergétique, à force de lui dire on a du gaz, on a du pétrole, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Regardez pour un Américain, qu'est-ce qu'il se dit? Vous avez une guerre de la Libye jusqu'à l'Afghanistan, vous avez un seul pays, le sultanat d'Oman, qui n'est pas en guerre. Vous avez 4 pays, l'Irak, la Syrie, le Yémen et la Libye, qui sont en petits morceaux. Le petit morceau. Oui. Vous avez, on explique la position américaine. Alors, c'est très clair. L'Amérique d'Obama, elle combat aux côtés de l'Iran pour défaire Daesh en Irak et en Syrie, et elle combat contre l'Iran au Yémen. Pour les Américains, je vous passe le mot anglais, c'est un merdier en français. Et c'est beaucoup plus poli que le mot anglais que j'allais prononcer. On va parler aussi des Européens, Hélène Mière-Delacroix et de l'Allemagne dans un instant. Mais d'abord, Isabelle Lasserre, est-ce que le président américain ou tout autre président a une vision de l'après? Là, on parle des bombardements, on parle de l'action militaire. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il faut faire en Syrie, mais aussi en Irak? C'est très important pour ne pas répéter les erreurs du passé. C'est le grand problème, c'est que Barack Obama n'a pas de vision. Il a sans doute une stratégie qui est à très long terme, et on verra dans 15 ou 20 ans s'il avait raison. Il est trop tôt pour le savoir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas de vision sur la Syrie et sur l'Irak. Personne n'en a aujourd'hui. Les pays sont complètement désemparés, les armées sont désarmées, et on n'est qu'au début d'un processus qui va prendre très très longtemps. Tout a raté, quoi. Toutes les stratégies, toutes les politiques qui ont été mises en œuvre par les Occidentaux depuis le début de la guerre en Syrie ont capoté les unes après les autres, à commencer par cette politique qui était magnifique, qui effectivement était totalement logique, qui était de vouloir s'appuyer sur des forces locales qu'on allait armer pour les rendre suffisamment fortes pour chasser les pouvoirs en place. Ça a raté en Afghanistan, ça a raté en Irak et ça rate en Syrie. Et quelle vision en Europe? Hélène Mière-Delacroix, on va s'arrêter sur l'Allemagne et le débat allemand. Vous allez me dire si c'est le cas. Angela Merkel, alors c'est peut-être une question philosophique et de rhétorique, mais elle est importante. On refuse de parler du mot guerre pour décrire la situation que nous vivons. Est-ce le cas? Et pourquoi? D'abord parce qu'Angela Merkel est allemande et c'est la chancelière de l'Allemagne. Et qu'en Allemagne, le mot guerre n'a pas la même résonance que dans les autres pays. La guerre, c'est la dernière ressource possible. Et je vous rappelle que l'Allemagne, dans les derniers conflits, a toujours perdu la guerre. Donc une guerre, c'est quelque chose que l'on perd, c'est quelque chose qui fait souffrir, et c'est quelque chose qui détruit. Et c'est quelque chose qui détruit aussi les familles, le bien-être, les maisons, etc. Donc je pense que le recours à la terminologie de guerre est absolument un tabou en Allemagne. Et d'ailleurs, dans tous les talk-shows cette semaine, la semaine passée, vous aviez tous les soirs en Allemagne à la télévision des gens qui disaient beaucoup de mal de cette légèreté avec laquelle les Français avaient recours au terme de guerre, en n'évoquant pas d'ailleurs les faits de rassemblement et les faits de rassembler les forces. Ils n'ont retenu que la rhétorique martiale. Oui, c'est cela. Et ça paraît, pour des Allemands, absolument dangereux, voire irresponsable. Parce qu'il ne faut pas non plus prendre l'opinion allemande pour naïve. On sait très bien que nous sommes dans le même bateau européen. On sait très bien que si jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'attentat en Allemagne, pour différentes raisons, notamment parce que l'Allemagne n'a pas une laïcité active et plus enrobante et plus accueillante, si l'on veut, y compris dans la crise des réfugiés. L'Allemagne n'intervient pas sur des terrains extérieurs, donc n'est pas une cible privilégiée. On sait quand même bien dans la population allemande qu'il y a à peu près 400 islamistes radicalisés en Allemagne, qui sont surveillés et dont on ne sait pas s'ils ne seraient pas prêts à passer à l'action. Comme je le rappelais, il y a 10 ans, vous parliez du 11 septembre, la plupart des terroristes qui avaient pris des avions et qui avaient été actifs aux États-Unis venaient de Hambourg, avaient été formés en Allemagne, avaient appris à piloter et étaient radicalisés dans des mosquées islamiques, salafistes. Mais n'avaient pas pour cible l'Allemagne. Mais n'avaient pas pour cible l'Allemagne. Alors c'est là que la question de la solidarité européenne prend toute son épaisseur, parce que ces derniers mois, ces dernières semaines, le premier pays à appeler à la solidarité européenne, c'était l'Allemagne, à cause de la crise des réfugiés. Après, comme on lui a d'ailleurs rappelé, avoir refusé d'une certaine façon une forme de solidarité vis-à-vis de l'Italie lorsque les réfugiés arrivaient par l'Italie. Ça, ce sont des choses que les Allemands se disent à eux-mêmes. Il y a beaucoup de débats publics en disant « nous devons nous regarder en face, nous appelons à la solidarité quand ça nous arrange ». Sauf que là,
il ne faut pas attendre, et ça je pense que le président de la République le sait, le gouvernement français le sait, et les autres chefs d'État à l'ONU le savent, il ne faut pas attendre de l'Allemagne qu'elle participe à une opération armée sur le terrain. On aidera autrement, mais pas de cette façon. Vous nous dites qu'il ne faut pas attendre ça de l'Allemagne. Monsieur Cameron, aujourd'hui, dit qu'il soutient la France, mais on connaît bien les débats très compliqués qu'il va avoir avec son Parlement s'il veut s'engager sur la Syrie, parce qu'il y a une frégate en Irak. Et puis, il y a Matteo Renzi en Italie qui a carrément dit qu'il ne faut pas réagir avec l'émotion. Au final, on se demande, François Durper, où sont nos alliés européens avant de regarder aux États-Unis et puis en Russie? Les alliés européens sont... Mais on est dans une... Ça dépend, si on prend beaucoup de recul, alors l'historien parfois il en prend beaucoup, donc si on en prend beaucoup, on peut se dire il y a une crise, de transition de puissance. C'est-à-dire que les États-Unis, on leur a suffisamment réclamé de ne plus être les gendarmes du monde, ils ne le sont plus. Ils ne le sont plus. Barack Obama est arrivé en 10 ans. Enfin, il a commencé par avoir un prix Nobel de la paix. Prématuré et qu'il a... Dans 10 ans, nous jugerons. Il y a eu quand même le dossier iranien, peut-être que vous pouvez le finir le mériter d'ailleurs. L'équilibrage iranien, mais l'équilibrage iranien fait partie de l'ensemble de ce chaos. C'est-à-dire un certain nombre d'acteurs qui sont alliés des États-Unis se disent bon, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire que j'avais des étudiants de certains pays du Golfe qui disaient mais qu'est-ce qu'ils font les États-Unis, où ils sont, mais qu'est-ce que c'est les États-Unis? Ça a été très très rapide. Barack Obama, il arrive 2011, retrait. Si on prend du recul, on peut dire qu'il y a peut-être eu 2 erreurs de l'Amérique dans cette période. La première a été d'envahir l'Irak, la deuxième était de se retirer. 2003, 2011, en tout cas de cette manière. Donc c'est un traumatisme irakien, en tout cas ça c'est sûr. En premier, déjà le vide stratégique c'est quand même l'Irak. Le vide stratégique c'est quand même ce qui s'est passé, le Premier ministre, et puis évidemment la revanche sunnite, enfin je ne fais pas toute l'histoire. Première chose. La deuxième chose, c'est septembre 2013, c'est quand même la tergiversation là pour le coup de Barack Obama. C'est-à-dire j'y vais, et puis je demande au Congrès. Tout d'un coup, le président demande au Congrès. À quel moment dans l'histoire le président demande au Congrès? Là, Barack Obama, de toute évidence, il se cache derrière les institutions américaines et il laisse François Hollande tout seul. Et ça laisse un message au monde qui est terrible, d'une Amérique qui n'est plus là, mais qui est là. La Russie, ancienne grande puissance, alors en tout cas on ne peut plus dire comme McCain disait de la Russie, une pompe à essence qui se prend pour un État, là de toute évidence. On ne peut plus dire ça du tout. On ne peut plus dire ça du tout, mais en même temps, est-ce que c'est la Russie qui va redessiner la carte du monde? Non. Oui, mais un point quand même important, Isabelle Assert, pour la Russie, il ne faut pas oublier que l'enjeu intérieur est aussi très important. Ils ont des djihadistes, on ne le dit pas suffisamment, russophones qui combattent sur le terrain syrien. Il y a eu quand même 224 passagers. Oui, alors il y a plusieurs raisons à l'intervention militaire russe. Ils ont ce côté-là aussi, ils ont été touchés en leur cœur. Oui, je ne suis pas sûre que ce soit la raison principale de l'intervention russe en Syrie, qui me semble, moi, davantage motivée par un désir de revenir sur la scène internationale et de reconstituer ce monde bipolaire et ce tête-à-tête entre la Russie et entre l'ancienne URSS et les États-Unis de la guerre froide dont rêve Vladimir Poutine. C'est aussi pour sécuriser les intérêts stratégiques de la Russie. Ça c'est sûr. Ils ont d'abord leurs intérêts avant et puis c'est une gestion de Poutine est un président qui fonctionne par crise. Il a besoin de déclencher de nouvelles crises pour se maintenir au pouvoir. C'est une espèce de fuite en avant stratégique. Il y a aussi les djihadistes qu'on recouvre, qu'on met sous un vocable de Tchétchènes ou de Caucasiens, mais en fait c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a aussi des gens qui viennent d'Asie centrale, c'est le vocable général. Alors ils préfèrent qu'ils soient en Syrie. Il n'est pas exclu que certaines des frappes d'ailleurs, dont on a pensé qu'elles étaient contre l'opposition, mais surtout pas contre Daesh, et peut-être viser justement certains de ces caucasiens qu'il s'agissait de dégommer. Donc c'est aussi dans son esprit. Ils visent aussi leurs djihadistes pour éviter un retour au pays. Je ne suis pas sûre que ce soit la raison principale. Hélène Miard-Delacroix, on a beaucoup parlé des djihadistes français qui combattent, des djihadistes russophones, on va dire, qui combattent. Et qu'en est-il de l'Allemagne? Est-ce qu'elle a cette crainte aussi de retour de combattants partis? Est-ce qu'elle est pourvoyeuse
d'individus comme cela. Oui, il y en a. On sait très bien les phénomènes de parents désemparés parce qu'ils voient leurs enfants, 1, se convertir, 2, être endoctrinés et 3, partir. Ça fait partie des choses que les Européens partagent. Pour revenir quand même sur ce que vous disiez, je pense qu'il ne faut pas être aussi pessimiste que ça. Je ne pense pas que la France se trouve face à aucun allié et que tous les Européens retirent le tapis sous les pieds de la France. Je ne pense pas que ce soit en ces termes-là qu'il faille le voir. Et je crois que ce qui serait l'erreur, ce serait, comme je le disais, de demander à tous les Européens indifféremment d'agir de la même façon. Je pense qu'en revanche, là, l'Allemagne est un allié indéfectible de la France. Simplement, il faut savoir ce qu'on veut lui demander. Alors, le fameux précepte, l'Allemagne paiera, est quelque chose qui fonctionne toujours très très bien. Et l'Allemagne, d'ailleurs, est toujours prête plutôt à payer que de payer avec le sang de ses soldats. Il faut aussi dire en passant une chose qu'on oublie toujours et qui est un des sujets très centraux en Allemagne actuellement, c'est l'état de délabrement de la Bundeswehr, c'est-à-dire de l'armée allemande, qui a été, au moment de la réunification, comment dire, je ne veux pas dire négligée, mais qui n'a pas été entretenue à la hauteur de l'agrandissement du pays, et qui, ces derniers temps, fait successivement des scandales, parce que les hélicoptères ne volent pas, les fusils s'enrayent, et il n'y a pas assez de matériel. Donc là, même si l'Allemagne voulait donner un coup de main sur le terrain, je ne suis pas sûre que ce soit un très très bon allié de ce point de vue. Donc je pense que là, la raison, si vous voulez, de cet axe franco-allemand, c'est d'agir par le renseignement. Je pense que là, il y a un combat, une lutte ou une guerre de renseignement à jouer. Il faut jouer aussi par donc l'aide logistique et matérielle. Et puis, je pense que là, le président français doit attendre de la chancelière qu'elle lève peut-être un tout petit peu le pied sur cette pression qu'elle avait mise tous ces derniers mois. Il va la rencontrer, rigueur. il aura l'occasion de lui parler. Et peut-être en conclusion, donc, il faut demander à chacun ce qu'il peut vraiment donner. Je crois que c'est ça qui serait Merci beaucoup en tous les cas pour cette analyse et ce débat. Restez avec nous. Autre sujet qui est lié avec ce contexte, c'est la guerre contre le terrorisme qui est aussi une guerre financière. La France, par la voix de son ministre des Finances, a présenté différentes mesures. Alors quel impact? C'est l'édito ce soir. S'attaquer militairement au groupe État islamique, mais aussi tenter de l'assécher financièrement. On en parle avec vous, Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Le ministre des Finances a donc présenté un certain nombre de mesures. Jean-Louis, que faut-il en penser? Alors, ces mesures partent d'un constat qui est peut-être brutal et un peu cynique. Le 13 novembre, c'est 130 morts, 450 blessés, 8 terroristes, pour une poignée de dollars, une dizaine de milliers d'euros pour l'activité. Donc on est en face de deux problèmes. On est en face d'un côté d'une multinationale du crime qui gère un budget de 2,6 milliards en gros annuel et qui se situe en Syrie et en Irak, et avec des artisans du crime qui sont des ramifications de cette multinationale. Il y a deux problèmes, vous venez d'en discuter, qu'est-ce qu'on fait pour la tête de la pieuvre avec la coalition, et qu'est-ce qu'on fait au niveau du terrain pour combattre cet artisanat du crime relativement. Et alors, M. Sapin remarque deux choses. Il remarque qu'en fin de compte, ce budget terroriste du 13 novembre, c'est de l'argent liquide, c'est des cartes prépayées. Et donc, il aligne l'ensemble de ces mesures par rapport à ça, qui n'ont l'air de rien par rapport à l'immensité du budget de Daesh. Et il dit, bon, maintenant, aux frontières, il va falloir plus férocement contrôler les transferts d'argent liquide, soit à l'entrée de l'Europe, soit à la sortie, et soit même à l'entrée de la France, ce qui n'est pas du tout évident pour le problème de la réglementation européenne. Pour les cartes prépayées, augmenter évidemment les identifications d'identité quand on utilise sa carte prépayée, et là aussi ça peut poser des problèmes à l'échelle européenne. Et pour quelque chose qui concerne uniquement la France, Tracfin, essayer d'avoir coordonné les fichiers de Tracfin avec les fichiers des personnes qui ont des antécédents judiciaires, des personnes qui sont déjà soupçonnées d'atteinte à la sécurité de l'État, à l'intérieur desquelles on trouve d'ailleurs les fameux fiches S, et l'ensemble des comptes bancaires transmis à Tracfin de façon à pouvoir coordonner l'observation de tout ce qui se passe. En fait, on veut faire à peu près la même chose que ce qu'on a fait pour la lutte contre la fraude sociale, ce croisement des fichiers, on veut le faire sur la lutte antiterroriste, là où elle se passe sur le terrain. Mais Jean-Louis, il y a quelques jours, on a parlé du trésor de guerre de l'État islamique. Est-ce que ces mesures-là sont à la hauteur pour couper les tentacules de cette pieuvre? Alors,
ce problème, cette question-là, je pense qu'on va se la poser assez longtemps. C'est-à-dire tant que va durer cette crise et tant que va durer cette guerre. Ça a posé plusieurs problèmes, notamment à l'échelle européenne. Par exemple, est-ce que ça sera suffisant? Vous avez vu que les mesures récentes qui ont été présentées par le Premier ministre et le Président de la République, on a évalué le budget à 600 millions d'euros. Il a fallu quand même, ça s'est fait en 5-6 minutes bien entendu, mais il a fallu quand même discuter avec la Commission européenne pour savoir si on avait le droit de faire un dépassement. Et surtout les sujets qui n'ont l'air de rien que je viens de présenter à l'instant, il y a un problème. Par exemple, vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il faut un accord pays par pays? Oui. Mais sur les questions financières, il faut un accord global parce que c'est un marché unique de circulation de capitaux et de personnes. Et donc, par exemple, sur les cartes prépayées, l'identification des identités, c'est pas si simple parce qu'il y a des pays qui vont pas être d'accord parce que ça facilite le mouvement de l'argent. Ainsi que pour les entrées de capitaux, ça va pas être non plus très simple. Et il y a un dernier aspect qui me paraît le plus important. Vous savez qu'il existe une société de droit privé en Belgique qui s'appelle SWIFT et cette société repère l'ensemble des transactions de à peu près une dizaine de milliers de banques dans 90 pays, des millions de transactions par jour et elle livre ces informations aux États-Unis qui traitent les données, et quand les Européens en ont besoin, ils s'adressent aux États-Unis pour leur demander des transferts de données. Et Sapin dit, attendez, c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'on passe par les États-Unis? Pourquoi on ne fait pas un TRACFIN, pourquoi on ne fait pas un système de ce genre en Europe? Or, la Commission européenne a toujours marqué un désaccord sur ce terrain. Donc, autrement dit, vous venez de parler de la coalition militaire, mais la coalition financière ne va pas être si simple aussi. On aura donc l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Jean-Louis Gombault, pour votre analyse. Il est 22h30 passé. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant pour votre émission sur Public Sénat, en direct bien sûr. À suivre ce soir, ce sera tout à l'heure vers 23h, l'entretien avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Mais d'abord, le rappel des titres, c'est avec Paul Bouffard. Une ceinture explosive retrouvée à Montrouge. Il pourrait s'agir de celle de Salah Abdeslam. Il se serait peut-être débarrassé de cet engin en banlieue parisienne. Selon les enquêteurs, son téléphone avait été localisé dans cette zone au soir du 13 novembre. Et puis, cette information, aucun lien entre la mort d'un douanier ce matin à Toulon et d'éventuels actes terroristes. Confirmation à ce stade de l'enquête par le procureur de Toulon. L'agent a été abattu dans un quartier de la ville lors d'une enquête sur un trafic d'armes. 2 policiers ont quant à eux été blessés. Le tireur, lui, a été interpellé à proximité après avoir pris la fuite. À Calais, l'État devra bien procéder à des aménagements là où vivent 4500 migrants dans des conditions difficiles. Décision du Conseil d'État contre les pouvoirs publics. Les détails avec Julie Hulin. Les mesures sont définitives et devront donc être mises en œuvre. Le Conseil d'État a condamné la France à réaliser les aménagements sanitaires dans le camp où vivent plus de 4500 migrants. Une décision confirmant celle du tribunal administratif de Lille prononcée le 2 novembre dernier. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et la commune de Calais avaient pourtant fait appel de ce jugement, évoquant notamment une erreur de droit. Le Conseil d'État leur a donné tort. Ils ont désormais 8 jours pour mettre en place 10 points d'eau supplémentaires, 50 latrines, des dispositifs de collecte d'ordures ainsi que la création d'accès pour les services d'urgence. Une décision qui pourrait faire jurisprudence en obligeant le gouvernement à rendre salubres tous les campements que compte le pays, notamment ceux hébergeant les gens du voyage ou les Roms. Au Sénat, gouvernement et parlementaires refusent toute amnistie fiscale pour les sites Mediapart et Arrêt sur Image, des sites d'information qui font l'objet d'un redressement fiscal. Le sénateur écologiste André Gattolin avait demandé l'indulgence de Bercy. Les explications de Géraldine Bavoileau. Depuis 2008, plusieurs sites en ligne se sont auto-appliqués un taux de TVA réduit. Ce fut le cas de Mediapart comme Arrêt sur Image, site auquel le fisc réclame de lourdes régularisations. L'amendement du sénateur André Gattolin vise à passer l'éponge sur une pratique controversée. Ceux qui arrivent depuis janvier 2014, ils ont bénéficié de ce combat qui a été mené. Et on n'aurait jamais voté ce taux à 2,1% si Mediapart, si Arrêt sur Image et d'autres qui sont morts depuis, s'étaient pas attachés à ce combat. Si le gouvernement admet les taux réduits à partir de 2014, il réfute toute rétroactivité de la loi. Certains sites en ligne s'étaient auto-appliqué le taux réduit à 2,1 en toute connaissance de cause, puisque le débat était public. La position des pouvoirs publics n'entame pas la détermination des intéressés qui réaffirment leur bonne foi.
des pouvoirs publics à l'époque. Aujourd'hui, on voudrait nous en faire payer le prix selon un raisonnement totalement archaïque. Reste que tous les recours ont été épuisés. Sur le terrain législatif, le débat à venir à l'Assemblée nationale sera déterminant. Autre titre ce soir, le coup d'envoi officiel de la campagne des régionales. Des élections qui se tiendront, vous le savez, les 6 et 13 décembre prochains. Tout de suite, le second débat de ce soir. Les attentats de Paris ont changé le regard de certains Français sur la nation, sur le drapeau tricolore et même sur l'armée. Oui, et bien plus qu'en janvier dernier, on parle beaucoup en ce moment de nation et de souveraineté. Il y a presque une affirmation physique ou bien charnelle de fierté nationale. Et d'ailleurs, le président Hollande a multiplié les mots et les actes de souveraineté. Le pacte de sécurité supplante le pacte de stabilité. Autrement dit, bien quand l'essentiel est menacé, c'est d'abord la nation, la nation. L'analyse et le débat avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, on va revenir et s'arrêter sur l'engouement autour de nos armées et le retour à l'idée d'un service national obligatoire. On voit tout cela avec Monir Soussi. L'image d'une classe d'âge au garde à vous est aujourd'hui un souvenir. En 1997, Jacques Chirac suspend le service militaire obligatoire. L'armée française devient professionnelle. Actuellement, 270 000 militaires et civils assurent la défense nationale. La transition vers une armée de métier a éloigné de nombreuses générations des drapeaux. Les attentats du 13 novembre réveillent chez une partie des responsables politiques la volonté de rétablir une forme de conscription. On a oublié que le service national, c'était un creuset où tous les jeunes, quelles que soient les origines religieuses, politiques, sociales, des familles, se retrouvaient tous ensemble. C'était ça qui nous manque aujourd'hui, c'était ça qu'il y avait dans le service national, et je suis pour ce rétablissement obligatoire, filles et garçons. Soit entre 700 et 800 000 jeunes à équiper et à encadrer chaque année. De nombreuses casernes ont fermé et la mixité réclamée pose un problème d'accueil supplémentaire. Pourtant, des formes d'engagement existent. Depuis le début de son mandat, le président de la République fait la promotion du service civique ou militaire volontaire et souhaite s'appuyer sur l'existant pour répondre à ce nouveau défi. En première ligne, les réservistes, principalement composés d'anciens militaires ou d'engagés. Ils représentent 28 000 soldats hors gendarmerie. L'objectif est de passer à 40 000 d'ici à 2019. Dans le cadre du plan Vigipirate, ils assurent principalement des missions de patrouille et de surveillance des lieux sensibles. La question des effectifs est posée. Aujourd'hui, le ministère de la Défense a recours à une société privée pour assurer la sécurité de son nouveau site à Paris. Et nos invités ce soir, Éric Fotorino, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue, fondateur et directeur de l'hebdomadaire Le 1. Nous accompagne Benoît Pellistrandi, bonsoir. Historien, spécialiste de l'Espagne. On va d'ailleurs faire la comparaison, Benoît Pellistrandi, avec les suites des attentats de Madrid. C'était en 2004. Philippe Guibert nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, consultant en stratégie. Vous avez dirigé un temps le service d'information du gouvernement. Et Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Sonia. Communicant, dirigeant de MCBG Conseil. Alors messieurs, souveraineté, mais aussi nation. On a beaucoup scandé de manière incantatoire parfois. Le mot République, c'était en janvier dernier. Là, on a l'impression, Philippe Guibert, c'est plutôt le grand retour de la nation, de la souveraineté. C'est différent, il y a des nuances. C'est-à-dire qu'il y a une réaction de défense et puis de fierté nationale par rapport à ces événements qui n'étaient pas tout à fait comparables en janvier dernier. Là, les Français réagissent face à une agression aveugle qui les a tous transformés en victimes potentielles. Et donc il y a une réaction de défense. Alors on en parlera avec cette volonté de s'engager dans l'armée qu'on a pu constater ces jours derniers. Mais il y a aussi et peut-être surtout une réaction de fierté qui s'est construite autour du mode de vie français. C'est venu très vite. Dans les réactions sur les réseaux sociaux, dans les conversations, qu'on avait été attaqué pour notre mode de vie, parce qu'on aime aller sur des terrasses, dans des restaurants, dans des concerts. On n'en a pas l'exclusivité, mais enfin on a été attaqué pour ça. Et cette fierté donc s'est concentrée sur le mode de vie beaucoup plus que sur des valeurs comme en janvier dernier, où il était beaucoup de questions de république, de liberté d'expression, de liberté de blasphème. Et donc là, c'est l'unité des Français à la base, en tout cas, pas forcément dans la classe politique, mais en tout cas à la base, alors qu'en janvier dernier, très vite, on avait eu affaire à des divisions. Marine Le Pen qui avait fait bande à part par rapport à la manifestation. Et puis, dans les jours qu'on suivit, lors des minutes de silence dans les écoles, il y avait eu des réactions avec au fond le thème « Est-ce que vous êtes Charlie ou est-ce que vous n'êtes pas Charlie ?» Là, on n'est plus dans cet esprit-là. On n'a eu
qu'une de réaction de cette nature. Et donc, c'est la fierté d'être français, de se sentir à la fois victime potentielle, tout le monde se sent victime potentielle, et d'affirmer en réaction cette fierté d'être français. C'est le cas, Éric Fotorino, par rapport à janvier dernier. Là, c'est la France entière dans sa globalité qui a été touchée, meurtrie. C'est pour cela qu'on voit beaucoup ce mot de nation répété, notamment par des gens qui l'ont beaucoup employé, comme Jean-Pierre Chevènement, un exemple parmi d'autres, qui dit c'est le grand retour de la nation en ce moment. Oui, alors c'est vrai que je crois que Gérard Larcher a dit quelque chose d'intéressant au lendemain des attentats. Il a dit l'État doit être fort et la nation unie. Oui. On ne dirait pas que la nation doit être forte et l'État uni. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la force de l'État n'a de sens que si nous tous, autour de cette table, tous les citoyens ont le sentiment d'appartenir à une nation. Et ça, c'est quelque chose de très subjectif. C'est pas la loi. C'est bien sûr qu'il y a le juridique, il y a l'institutionnel, mais il y a d'abord le fait qu'on est ensemble une nation. Alors, je me souviens de cette phrase de Romain Gary qui était très forte quand il disait « Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres ». Pendant très longtemps, une bonne partie de la classe politique, en particulier la gauche, a considéré, après le nazisme, après le fascisme, après le franquisme, on a considéré que le nationalisme était mal, entre guillemets. Et du coup, dans l'offre politique, personne ne se disait nationaliste, sauf qui? Le Front national. Donc aujourd'hui, on voit bien que après ces événements dramatiques, la notion de nation, il faut revenir au mot, la nation, ça veut dire la naissance. On est ensemble, c'est une même fratrie, une même portée. Eh bien, on ne peut être un État fort que si on est une nation rassemblée. C'est ça que ça veut dire, c'est comme ça que moi je l'entends, et qui veut dire qu'après on en découle un certain nombre de lois, d'état d'urgence, de sécurité, etc. Mais ce que vous avez montré juste il y a un instant sur le service militaire, il faut quand même dire qu'une classe d'âge, c'est 700 000 jeunes gens. Ça coûte 10 milliards d'euros et évidemment, il n'y a plus de casernes. On ne peut pas le faire. Vous nous ramenez à la réalité. Oui, Philippe Moreau-Chevrolet, sur le mot nation, c'est vrai ce que dit Éric Fotorino, nation, souveraineté, on l'a beaucoup entendu dans la bouche des responsables du Front National. Et là, on a l'impression que tout le monde se le réapproprie et on peut dire tant mieux. Oui, absolument. Ça se traduit par quelque chose de très étonnant, qui est un renversement de stratégie complet à 180 degrés de François Hollande, qui est passé on va dire, de tout sauf le Front National, et moi je vais incarner l'alternative, à on rassemble tous les Français, y compris le Front National. Donc il a repris des éléments du programme de Marine Le Pen en 2012, qui sont comme la garde nationale avec les réservistes, qui étaient écrits dans le programme de Marine Le Pen, et du coup Marine Le Pen est prise à contre-pied et se trouve en fait inclus dans cette espèce d'union nationale que veut faire le chef de l'État. Donc on a réhabilité la nation et on a fait du Front National un des acteurs. Et l'un des paradoxes de cette situation, c'est que face à l'ennemi, finalement, on a fini de normaliser le Front National. Quelque part, c'est bien parce que finalement, on a un débat politique qui au moins est basé sur le fait qu'on est tous français. On va tous parler de la même chose, on a un ennemi clair et on est capable de parler de souveraineté à nouveau, ce qui était un tabou absolu dans la classe politique, parce que pour parler de souveraineté, il fallait arrêter de parler d'Europe. Oui. C'est ce qu'a fait Hollande. Hollande a aussi, quelque part, mis de côté l'Europe. Il a dit aux Français, la souveraineté plus importante que le pacte de stabilité. Il s'est passé des choses extraordinairement intéressantes dans cet épisode-là, qui est un épisode dramatique de l'histoire française. Après, à qui ça va bénéficier, ça c'est une vraie question. C'est très intéressant ça, Benoît Palistrin dit, quand François Hollande dit le pacte de sécurité supplante le pacte de stabilité, c'est-à-dire l'Europe, on la met de côté. Attention, là c'est un enjeu beaucoup plus fort, c'est la nation. Oui, mais avec une faiblesse dramatique, c'est que le pacte de stabilité est normalement l'un des instruments de l'indépendance de la nation. Et en disant une fois encore, le pacte de stabilité, c'est quand même un habillage très politicien car les téléspectateurs se souviennent sans doute que depuis 2002, le gouvernement français promet à Bruxelles de revenir dans les clous des 3% dans les 2 ans à venir, depuis 2002. Et en 2017, on n'y sera pas. Et je pense que de ce côté-là, il a rendu un mauvais service à l'idée européenne, même s'il pointe d'un autre côté une vraie difficulté. C'est que la France a des dépenses militaires beaucoup plus importantes que l'ensemble des autres pays européens. Dans le cas de la France, on est à 1,7% du PIB et l'Espagne est à 0,7%. Et on revient à cette idée de la communauté européenne de défense. La CED, qui disait « je cède, tu cèdes, il cède », ça voulait dire... Exactement, Philippe Guibert. Qui n'a jamais existé et qui, pour l'instant, n'a pas le début d'un commencement. Je ne sais pas si c'est politicien, j'aurais pas dit ça, parce que là, on est dans l'urgence. L'acte de souveraineté, c'est le moment où on sort du
cours normal des choses. Et donc, il fallait réagir très vite. Et donc, il faut engager des dépenses très vite. Et donc, comme vous l'avez dit, on a des dépenses militaires, d'opérations extérieures et de sécurité qu'aucun autre pays de la zone euro n'a à sa charge de la même manière. Oui, mais on a un déficit quand même de 80 milliards d'euros. Et le budget de la défense, c'est de 31 milliards d'euros. Donc même à supposer qu'on augmente un petit peu le budget de la défense, c'est quand même pas la défense qui, à elle seule, fait notre déficit. Et François Hollande a quand même choisi ces mots, pacte de stabilité inférieur au pacte de sécurité. Il a quand même fait quelque chose de très calculé. C'est pas politicien peut-être, mais c'est calculé quand même. Mais je pense que ça montre quand même une faiblesse assez congénitale de l'Europe sur ce point-là, puisque l'Europe est censée marcher autour de l'axe franco-allemand, et là, l'Allemagne ne peut pas être un partenaire pour son histoire, pour ce qui a été dit dans le débat précédent. Et l'Allemagne a même été plus loin, parce que la première réaction des dirigeants allemands était de se dire on ne se sent pas en guerre. Exactement. Le patron du SPD allemand, pourtant a priori proche des socialistes français, Monsieur Gabriel, sauf erreur de ma part, a déclaré on ne se sent pas en guerre, et c'est même une erreur de dire qu'on est en guerre. Donc c'était une réaction qui a été vraiment en décalage avec les dirigeants français. Donc c'est intéressant de savoir ce qui se passe en Espagne, Benoît Pellistrandi. On se rappelle du traumatisme, du choc des attentats de 2004 dans différentes gares qui avaient d'ailleurs reconfiguré le paysage politique espagnol. Oui, les attentats avaient eu lieu le 11 mars et les élections générales étaient le dimanche suivant, 14 mars. C'était un jeudi matin. 192 morts avec des images effrayantes puisque c'est des trains éventrés. Et on sait que ces attentats ont eu pour effet de renverser le résultat qui était attendu et le Parti populaire, avec à l'époque José María Aznar ayant mal géré la situation de crise, a perdu les élections. Ça a eu une conséquence géopolitique immédiate, c'est que quand Zapatero est arrivé au pouvoir, il a tout de suite retiré les troupes espagnoles d'Irak qui participaient à l'opération des États-Unis. Alors, les États-Unis avaient beaucoup critiqué et on avait beaucoup accusé Zapatero de faiblesse. Certains avaient même parlé d'un Munich espagnol, ce qui était des mots très très forts. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, et le contexte est complètement différent avec la France, c'est qu'il y avait un autre front de terrorisme en Espagne qui était le front du terrorisme basque. Et que Zapatero a quand même fait le calcul qui, à la longue, s'est révélé utile et bénéfique pour le pays, que les attentats du 11 mars rendaient impossible toute nouvelle action terroriste de la part de l'ETA. Et l'ETA a tenté de reprendre les armes et ça a échoué. Si bien qu'à ce moment-là, un processus de négociation secrète a eu lieu et qu'on est arrivé en octobre 2011 donc d'un au cessez-le-feu drame, définitif. une terrible tragédie est sortie, peut-être quelque chose sur ce plan-là de constructif. Oui, je pense qu'il faut le dire parce qu'on a été très sévère avec le gouvernement Zapatero et moi-même je l'avais écrit, mais il faut regarder les choses en longue durée, c'est l'avantage de l'histoire. Avec cependant, je vous dis, la chose très très importante, c'est que c'était une question spécifiquement espagnole que celle du terrorisme basque et que l'Espagne a abandonné toute ambition géopolitique. Ce qui est étonnant ce soir quand on entend aussi par rapport à notre premier débat Philippe Moreau-Chevrolet, Hélène Miard de la Croix, historienne spécialiste de l'Allemagne, nous dit mais attention, Angela Merkel, c'est pas ce qui se passe en France n'est pas du tout partagé. Il y a de la solidarité, mais n'est pas partagé par l'opinion publique. Les Allemands se demandent mais enfin la guerre, où est-ce qu'on va aller? Je crois qu'en Espagne c'est un petit peu la même chose, en Italie, etc. On se pose la question de cette rhétorique martiale, de ce pacte de sécurité. On est tous allés, enfin les citoyens sont allés derrière ce pacte, mais quid de maintenant des partenaires européens? Les Français approuvent à plus de 80% les mesures proposées par François Hollande. Le paradoxe, c'est qu'ils ne pensent pas toujours que François Hollande est le meilleur pour porter les mesures, mais ils sont d'accord avec les mesures. Et le problème, c'est que nous, on est sous le choc émotionnel qui fait qu'on adhère dans l'immédiat aux mesures. C'est évidemment pas partagé par nos voisins, parce que pour nous, c'est un choc considérable. On en discutait hors plateau, mais il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait des morts à peu près dans toutes les régions de France, parce qu'au Bataclan, il y avait toute la France qui fêtait le concert. C'était pas quelque chose de particulièrement différent. Et du coup, ça pose la question de savoir si nos partenaires vont se mettre au diapason de ce qu'on ressent nous. Évidemment, non. Donc, quels vont être les leviers de politique étrangère activables par Hollande pour arriver à faire venir d'autres gens sur son train? Donc, ça va être aussi bien la Russie avec laquelle on a à nouveau un virage à 180 degrés. Avant cet épisode-là, il n'y avait que Nicolas Sarkozy qui disait, et le Front National, qui en gros disait, la Russie, on va leur parler, c'est un partenaire, il faut leur parler. Aujourd'hui, François Hollande disait à l'époque non, ou laissait dire que non. Aujourd'hui, il va voir Poutine, il est obligé de faire une alliance avec Poutine. Qui va le suivre? C'est une vraie question, et c'est là où, en coulisses, on se dit peut-être que ça ne va pas fonctionner parce qu'il n'a pas la force politique suffisante.
et qu'au fond, il va y avoir une alliance États-Unis-Russie et qu'on va suivre ce qui va se passer. Éric Fotorino, c'est ce que disait Philippe Moreau-Chevrolet. Dès qu'il y a eu ce pacte de sécurité, il y a eu une quasi-unanimité politique. Il y a eu une grande partie des Français qui étaient derrière cela. Et est-ce qu'on a eu une illusion qu'autour de nous, parce qu'il y a eu énormément, c'est tout à fait normal, des messages de solidarité qui sont venus de tous les pays, qu'on était soutenus concrètement, bien au-delà? Oui, mais vous avez vu très vite qu'à Bruxelles, finalement, les leaders européens, ils ont pris note des demandes de la France, ils ont pris note. Mais ils n'ont pas dit on va concrètement vous aider, envoyer des troupes. Quelles troupes? Il n'y a pas. C'est vraiment ça. D'abord, d'un côté, les États-Unis, on voit bien qu'ils ne sont pas là sur leur territoire. Ils ne veulent pas. Depuis Obama, en effet, a eu d'abord le prix Nobel de la paix. C'est après qu'il n'a rien fait. Mais en ce qui concerne les Européens, on voit bien qu'ils ne sont pas du tout. Il y a une personne qui a fait une déclaration il y a quelques mois, c'était Juncker. Oui, il a dit que il fallait une force européenne et il a dit qu'il fallait peut-être qu'il faudrait refaire une conscription, une sorte d'Erasmus militaire. Pour les jeunes. Ça vous surprend, là, ça vous choque même. Et Juncker a aussi dit que les efforts de sécurité, les efforts budgétaires de sécurité sortiraient du pacte de stabilité. Donc il a fait beaucoup. Oui, mais c'est vrai que c'était une idée qui courait, qui avait été proposée par le ministère français des Finances. Mais ce qui est frappant, c'est que, vous voyez, on a évoqué la possibilité que les Espagnols viennent en soutien des Français au Mali. Bon, alors, l'Espagne est en campagne électorale, donc le gouvernement n'a pas du tout envie de prendre le risque là-dessus. Et puis 2, l'instrument militaire espagnol, aujourd'hui, est affaibli par 8 années de restrictions budgétaires très considérables. Donc le personnel espagnol est ultra compétent, peut aller sur le terrain, mais le matériel ne suit pas. Et il faut voir aussi quand même les effets de mais la crise. France, je dirais, c'est pareil. Elle peut être sur le front au Mali, l'opération Barkhane. Elle ne peut pas mener 2 grands fronts. Voilà. Et c'est ça qui est très compliqué. Il y a ce qui se passe sur nos fronts extérieurs et sur le front intérieur, Philippe Guibert. Si on revient aux mots de souveraineté et de nation, est-ce qu'on peut dire, puisque ces mots maintenant sont partagés dans la classe politique, qu'il peut y avoir une reconfiguration quasiment idéologique du paysage, vraiment un avant et un après? Je pense à moyen terme. Je ne suis pas sûr que ça va se voir à court terme, parce qu'à court terme, on a des élections régionales qui, par définition, reclivent, redivisent. Donc, remettent les divisions politiques, identitaires, économiques, sociales. Mais à moyen terme, je pense que le moment de souveraineté qu'on a vécu, on ne pourra pas complètement l'effacer, parce que c'est des heures qui comptent dans la vie d'un pays. Et donc, dans ces heures tragiques, c'est la souveraineté qui a parlé. Et donc ça, c'est un élément de nouveau, je pense, vraiment de rupture dans notre histoire politique récente, y compris dans le quinquennat de François Hollande, qui avait commencé son quinquennat et poursuivi son quinquennat sous l'ambition européenne, en voulant complètement s'inscrire dans les règles de la construction européenne. Donc là, il y a un élément de rupture qui me paraît tout à fait fondamental. Sur la nation, ça me paraît fondamental aussi. Pourquoi? Parce que c'était pas du tout évident qu'on ait cette unité nationale. On est dans un pays où il y a 56% des Français qui jugent que l'islam est une menace pour la République. Baromètre Cevipof de mars dernier. On est dans un pays où il y a 2/3 des Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigrants en France. Les baromètres du printemps dernier. Et donc ça n'allait pas de soi que cette unité, ce sentiment de faire bloc et de ce sentiment de fierté, il n'allait pas de soi du tout. On aurait pu tomber dans une forme de guerre civile au moins verbale, à laquelle on n'a pas assisté. Et ça, vous l'expliquez par le fait que c'est toute la France qui a été visée, meurtrie. Ce n'est pas comme en janvier la liberté d'expression, de blasphème et donc une certaine conception de l'espace public, et ni par exemple les Juifs qui a été visé. Non, là, c'est la France dans sa globalité. Absolument. Donc il peut y avoir un déclic, Éric Fotorino? Moi, je suis un peu moins optimiste. Enfin, j'y crois pas trop en réalité. Je pense que, bien sûr, ça aurait pu être un moment très important pour une reconfiguration, comme une grande coalition, comme fait l'Allemagne ou d'autres pays d'Europe depuis très longtemps. Mais quand je vois, par exemple, la distance qu'il y a entre un Mélenchon et un Hollande, ou de l'autre côté entre un Bayrou et un Marine Le Pen, on voit bien qu'il serait beaucoup plus proche d'être avec des camps qui sont une partie de la gauche, une partie de la droite. Or, dès le lendemain, bien sûr, il y a eu la Marseillaise au Congrès, mais dès le lendemain, les questions à l'Assemblée, les questions au gouvernement m'ont paru tellement ressurgir justement ces batailles d'arrière-garde que j'ai trouvé que la classe politique n'est pas à la hauteur aujourd'hui de ce qu'il y a face à elle. Mais ça a été beaucoup partagé, oui, Philippe. Oui, sur la division, il y a un facteur qui est que la droite est divisée dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas une droite unie. Sarkozy a parlé en premier pour dire... Voilà, je ne suis pas d'accord, le gouvernement doit changer sa politique. Tout de suite après, Alain Juppé est arrivé en disant « attendons ».
parce que c'est l'unité nationale qui doit primer. Et en fait, la primaire de à droite n'étant pas réglée, il ne peut pas vraiment y avoir de clivage avec l'opposition, ce qui bénéficie à Hollande. Dans ce point de vue-là, il a une forme de chance dans ce terrible malheur national, c'est comment il peut imposer une unité faute d'opposition, quelque part. Et le problème que ça pose sur l'effet de long terme, sur le court terme, évidemment, on a les régionales qui arrivent. Moi, il y a une hypothèse quand même, c'est que cette tendance nationale, cette volonté de retrouver la nation, elle existait avant, et qu'elle se cristallise aujourd'hui. Absolument. Et que ça puisse bénéficier dans l'immédiat au régional un peu, au Front National, et peut-être au Parti Socialiste. Juste une précision, quand vous parlez de cette unité nationale, on parle bien des Français, hein, au-delà de la classe politique, etc. Benoît Pellissard. Oui, mais justement, moi je rejoins le pessimisme d'Éric Fotorino, parce qu'il ne suffit pas de dire les mots, il faut les définir. Et qu'est-ce que l'on entend par la nation? Et certes, il y a un mouvement de retour vers la nation, mais rien ne dit que ce retour ne soit pas excluant. Il n'est pas pour l'instant. Ça ne s'est pas manifesté comme ça pour l'instant. On ne le voit pas encore parce que dans le débat public, c'est la classe politique qui tient le discours, mais on voit quand même des effets. Les sondages pour la région PACA montrent la manière dont le Front National est monté très haut. Moi, je suis très frappé parce que après les attentats, on a discuté avec nos étudiants et la manière dont effectivement tous ont été saisis et où finalement la définition de la nation, on a eu une longue discussion là-dessus, ne va pas de soi. Et que le symbole qui pourtant a été convoqué, la minute de silence qu'il y a eu, puisque j'enseigne au lycée Condorcet en classe préparatoire, était très impressionnante. Elle a duré 5 minutes. Et spontanément, ensuite, les élèves ont pris la Marseillaise. Mais ensuite, quand on a discuté, ils ont dit on ne savait pas quoi prendre d'autre. Donc, effectivement, le symbole est opératoire, mais il se trouve aussi interrogé sur quel est le sens de ce symbole, alors même qu'on pensait, qu'on n'y pensait pas auparavant. Quand je parlais de grosse configuration, je pensais plus au sens idéologique qu'au politique, parce que je partage tout à fait votre avis que la classe politique a plutôt donné le sentiment de la division et des habitudes et de retomber dans ces habitudes que le sentiment d'imaginer quelque chose de nouveau. Mais je crois que pour les Français, il s'est passé quelque chose. Mais c'est important, la définition de la nation. Est-ce que c'est évident pour tout le monde ? Non, c'est pas évident, mais là, ça a été instinctif et charnel. Hein. Non, mais surtout, donc maintenant, il faut le construire. Il faut le construire de façon républicaine. Donc c'est maintenant que ça va se jouer le défi. Il y a un récit. Absolument, c'est maintenant. Et je termine juste. Je pense qu'il faut c'est au politique de prendre la dimension et la portée de ce qui s'est passé pour reconfigurer leur discours politique en fonction de ce qui s'est passé. On ne vit pas un instant historique et une semaine historique comme on l'a vécu sans en tirer des conclusions idéologiques et politiques. Pardon. Non, il y a un enjeu narratif, comment on la raconte, cette nation. Effectivement, moi je suis sensible à ce que vous dites, que près de jeunes, finalement ils prennent la Marseillaise et puis après ils n'ont plus assez de mots, il faut la dire en beaucoup plus de mots. Et le problème, c'est que les mots ont été confisqués pendant des années par le Front National. Absolument. Donc il y a tout un tas de symboliques historiques qu'on a complètement fait perdre. Et d'ailleurs, celui qui avait senti ça le premier, à mon sens, c'était Nicolas Sarkozy, qui, dans sa campagne de 2007, pas celle de 2012, on avait dit trianguler, c'est-à-dire qu'il était allé prendre des héros, y compris, vous vous souvenez de ce jeune résistant comment s'appelait-il de Guy Môquet. Donc, effectivement, c'était de remettre de la nation et de la fierté nationale. Moi, j'ai eu souvent des discussions avec Régis Debray sur ce point-là, et effectivement, nous, on a abdiqué tout ça, et lui dit il faut remettre de la nation, c'est-à-dire de l'histoire, de la laïcité, puisque c'est la révolution de 89, c'est les libertés, etc. Et une nation, c'est aussi pas seulement un territoire, mais c'est encore une fois une envie d'être ensemble, et aujourd'hui, le récit est négatif, c'est on ne veut pas être musulman, on dit on ne veut pas être musulman, mais on ne dit pas ce qu'on veut être, et il nous manque ça. Alors, avec une difficulté supplémentaire pour la France, qui est que nous avons un État très fort qui a porté la nation, qui a instrumentalisé la nation, et qui aujourd'hui se trouve quand même terriblement affaibli, et qui, dans sa force, a affaibli la société civile. Et ce que nous sentons dans ces événements dramatiques que nous avons vécus, c'est que la société civile française, en réalité, est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus forte que son expression politique ne le laisse apparaître. Et donc, il y a actuellement... On s'en doutait, ça, quand même. Oui, mais il y a un décalage entre une politique qui me fait penser à une sorte de cycliste qui serait en train de pédaler sur son vélo alors qu'il n'y a plus de chaîne. Donc il n'avance pas beaucoup. Je vous confirme que c'est difficile. Il n'y a pas que la nation, en fait, il faut aussi qu'il y ait des preuves de nation. Et le problème des preuves de nation, c'est la question de la souveraineté. C'est le fait que pendant des années, on s'est défaussé de nos problématiques nationales sur l'Europe, en utilisant l'Europe un peu comme un bouclier.
Et qu'aujourd'hui, c'est bien de dire la nation, en sautant sur son fauteuil, mais il faut qu'on remplisse ça avec un contenu positif et politique. Donc il faut qu'on propose quelque chose. Mais c'est à qui de remplir ce contenu? C'est aux politiques de proposer quelque chose. C'est à eux de dire. À condition d'avoir du courage et pas de la contradiction. Là, nous sommes dans le centenaire de la guerre de 14-18 et on nous explique que c'est une immense boucherie et que c'est une guerre barbare. Or, 14-18 a fait la nation française, aussi terrible que ce soit. Bien sûr. Et en même temps, 14-18, ah oui, dans les événements tragiques, et non seulement ça a fait la nation française, mais ça a fait aussi la Seconde Guerre mondiale, et la Seconde Guerre mondiale a fait l'Europe, qui est quand même malgré tout. Oui, mais ce récit-là était opérationnel à un moment donné. Aujourd'hui, il n'est plus opérationnel parce que les nouvelles générations, cette histoire-là ne leur parle pas. Il faut qu'on raconte une histoire. Et le problème de la récit de l'Europe en ce moment, c'est que ça nie la souveraineté française. Ce qu'a fait Hollande est intéressant parce que pour la première fois, il a dit l'impératif budgétaire européen, on l'oublie, la nation d'abord. Est-ce qu'on est prêt à suivre cet axe-là ? Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout de ce que ça signifie? Et là, on aurait un changement politique majeur. Donc c'est un moment de vérité pour conclure, Philippe Guibert et Éric Fotorino. Et puis il y a aussi un défi lancé à l'Europe, qu'elle ne soit pas qu'un assemblage de règles comptables un peu de court terme. Le défi est lancé à la France et à la classe politique française, il est aussi lancé aux dirigeants européens, à la Commission européenne, à des structures qui ont fonctionné beaucoup sur une logique de contrainte et de presque non politique, de gestionnisme, si j'ose dire, avec même des obsessions comptables. Aiguë aussi, voilà. Oui, Éric Fotorino, oui, non, c'est vrai, on a été très bruxellois, et il y a ce sentiment partagé par les Français que finalement, la grandeur historique de la France est passée, et que l'avenir, c'est notre passé. Et tant qu'on n'est pas capable de construire un récit qui nous montre qu'en effet, la France, c'est aussi demain quelque chose de fort, eh bien, on sera toujours dans cette flagellation qui fait que, je le redis, on ne veut pas être musulman, on ne veut pas un récit négatif. Il faut raconter ça à des Français qui n'ont pas connu les événements historiques dont on parle. Ce qui est rassurant, c'est que les musulmans, par exemple, font des clips sur Internet pour dire on est français et on est contre Daesh. Et ça, c'est peut-être une redéfinition possible de la nation. C'est bien de le rappeler également. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat, cette analyse passionnante. Merci à vous. À suivre dans quelques instants. C'est l'entretien. On va plus loin avec l'ancien ministre Hubert Védrine, qui ne s'est pas exprimé depuis les attentats du 13 novembre. Sa parole est toujours très écoutée. Mais d'abord, il est 23h passé. Le rappel des principales informations de la soirée, c'est avec Paul Bouffard, bien sûr. Une ceinture explosive retrouvée à Montrouge. Il pourrait s'agir de celle de Salah Abdeslam. Il s'est peut-être débarrassé de cet engin dans un tas d'ordures en banlieue parisienne. Selon les enquêteurs, le téléphone de Salah Abdeslam, auteur présumé des attentats, avait été localisé dans la zone au soir du 13 novembre. Et dans ce contexte d'état d'urgence, la sécurité dans les gares revient au premier plan. L'idée de portiques pour contrôler l'accès au train a été évoquée par Ségolène Royal. Aujourd'hui, les sénateurs proposent autre chose. Les détails avec Faustine Saint-Geniès. Instaurer des portiques de sécurité dans les gares, une mesure déjà envisagée après les attentats déjoués du Thalys en août dernier et remise sur la table la semaine dernière par Ségolène Royal. La ministre souhaite l'instaurer pour les gares internationales et les gares TGV. Elle a même annoncé une expérimentation très prochainement. Objectif, éviter que n'importe qui ne monte dans un train avec une arme ou pour y déposer un colis piégé. Des portiques pourtant loin de faire l'unanimité. Pour le sénateur Les Républicains Alain Fouché, à la tête d'une mission parlementaire sur la sécurité des trains, cette mesure est peu efficace. La mise en place de portiques de sécurité dans les gares ne réglera pas tout. Ils sont complémentaires et doivent faire partie d'un grand dispositif de sécurité. Des portiques difficiles à mettre en place compte tenu de l'affluence dans les gares. Cela freinerait la circulation des voyageurs. Le président de la SNCF, Guillaume Pépi, reste prudent quant à la généralisation de cette mesure à l'ensemble du territoire. Cette information maintenant, l'État condamné à des aménagements sanitaires à Calais, précisément là où vivent 4500 migrants dans des conditions extrêmes. Une décision qui pourrait faire jurisprudence. Les détails avec Julie Hulin. Les mesures sont définitives et devront donc être mises en œuvre. Le Conseil d'État a condamné la France à réaliser les aménagements sanitaires dans le camp où vivent plus de 4500 migrants. Une décision confirmant celle du tribunal administratif de Lille prononcée le 2 novembre dernier. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et la commune de Calais avaient pourtant fait appel de ce jugement, évoquant notamment une erreur de droit. Le Conseil d'État leur a donné tort. Ils ont désormais 8 jours pour mettre en place 10 points d'eau supplémentaires, 50 latrines, des dispositifs de collecte d'ordures ainsi que la création d'accès pour les services d'urgence. Une décision qui pourrait faire jurisprudence en obligeant le gouvernement à rendre salubres tous les campements que compte le pays,
notamment ceux hébergeant les gens du voyage ou les Roms. Et puis notez que les dirigeants de l'Union européenne et de la Turquie se réuniront dimanche à Bruxelles. Il s'agira de redynamiser la gestion des flux migratoires en Europe. On passe tout de suite à la revue de presse. La revue de presse, et on va découvrir bien sûr les unes de vos quotidiens demain. On va commencer, Paul, avec Libération. Sonia, Libération qui invite à une plongée dans cette mouvance radicale de la communauté musulmane. Cette mouvance dont se réclament les terroristes du 13 novembre. Pas moins de 13 pages consacrées à ce voyage, dont la photo de une du quotidien nous donne un avant-goût. La légende décrit une mosquée d'obédience salafiste en région parisienne, souvent désignée comme le berceau de cette radicalisation. On passe à Ouest France. Le quotidien revient sur les efforts diplomatiques déployés par François Hollande contre Daesh. François Hollande, chef de guerre et diplomate, comme le qualifie l'éditorialiste Laurent Marchand, mais aussi sur cette information. Le pape François, qui est attendu demain en Afrique, visite d'abord au Kenya, puis l'Ouganda et la République centrafricaine, un pays à la situation explosive. Théâtre de violences interreligieuses qui pose nombre de questions sur la sécurité du voyage papal. On va finir, Paul, avec l'Humanité ce soir. Le quotidien qui titre sur Daesh et qui s'interroge sur le rôle de la grande coalition des Nations Unies. Et puis cet appel de une, le BHV qui restera fermé le dimanche. Ainsi en ont décidé les salariés du grand magasin à l'issue d'un vote très serré. 640 voix contre le travail dominical face à 627 pour. Un scrutin qui mérite, selon le journal de Jean Jaurès, les honneurs de la une. Merci beaucoup, Paul. À demain. Merci à vous. Sa connaissance et son expérience de l'histoire et des relations diplomatiques sont reconnues dans le monde. Il ne s'est pas exprimé depuis ce terrible vendredi 13 novembre. L'entretien avec mon invité tout de suite, Hubert Védrine. Mon invité ce soir est écouté et respecté pour ses positions et sa connaissance du monde et des rapports entre les différents pays. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors avant de parler des multiples rencontres qui vont avoir lieu cette semaine avec les Européens, les Américains, les Russes, en France, Hubert Védrine, nous vivons avec l'état d'urgence. Le président Hollande répète que nous sommes en guerre. Les mots sont importants. Est-ce que cette rhétorique correspond à la réalité ? En tout cas, ça correspond à l'intention de ceux qui attaquent. Pour Daesh, c'est une guerre. Quand on voit les communiqués, quand on connaît leur site, leur activité, ils se sentent en guerre. Ils se sentent en guerre d'abord contre l'immense majorité des musulmans qui sont des impies à leurs yeux. Ils se sentent en guerre contre les chiites jusqu'au point de les exterminer quand ils le peuvent. Et ils se sentent en guerre contre, après, l'ensemble des Occidentaux qui apportent tous un soutien ou qui abritent des musulmans qui ne vivent pas selon la charia, etc. Donc c'est leur conception. Alors après, il y a un débat qui philosophiquement est honorable en disant est-ce qu'il faut employer ce mot en réponse ou pas, est-ce qu'il faut employer d'autres mots, certains pays l'emploient, d'autres pas, mais l'essentiel c'est que tout le monde prenne la mesure du risque, de la volonté, de ce qui est en face en fait, qu'il n'y ait pas de déni, qu'il n'y ait pas de sous-estimation. Après la réponse, je vous dis, elle est politico-juridique selon les pays. Alors certains ça fait peur, à une partie de l'opinion qu'on emploie le mot, mais ne pas l'employer, c'est peut-être faire la politique de l'autruche. Donc si on n'est pas en guerre avec eux, parce qu'on ne veut pas se laisser mettre en guerre par eux qui sont en guerre avec nous, il faut trouver un mot. En tout cas, c'est un affrontement impitoyable, puisque ce n'est pas une entité avec laquelle on peut négocier. Alors les rencontres qui vont se dérouler cette semaine entre le président Hollande et les autres chefs d'État et de gouvernement européens, américains, russes ont pour objectif de mobiliser en vue d'une grande coalition contre l'État islamique. Grande coalition, on a déjà entendu cela il y a quelque temps dans la bouche de Vladimir Poutine. Oui, mais quand il l'a proposé aux Nations Unies fin septembre, il n'y a eu aucun écho, en fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que les Occidentaux, en général, restaient bloqués sur le fait, que Assad doit partir en premier, avant toute solution, même s'ils avaient commencé à bouger un petit peu, et d'autre part, le fait qu'on est quand même dans un rapport de tension avec Poutine, à cause de la Crimée, à cause de l'Ukraine, à cause de Poutine en général, depuis sa réélection. Rendez-vous compte que pendant 2 ans, il n'y a pas eu de rencontre entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Ça n'est jamais arrivé dans les 20 dernières années de la guerre froide. Le monde est moins géré, et moins bien géré, que pendant cette période-là de la guerre froide, où il y avait sans arrêt des grandes négociations et des rencontres. Tout ça, c'est parce que les Occidentaux se sont dit, il y a 25 ans, on a gagné. Terminé. On n'a même plus besoin d'avoir des politiques étrangères par rapport à l'ensemble de ce pays qui devront
bon gré mal gré, appliquer nos valeurs, nos conceptions. Kissinger avait même été obligé, il y a quelques années aux États-Unis, de faire un livre sur le thème « Les États-Unis ont-ils encore besoin d'une politique étrangère ?» Il disait évidemment oui, on ne peut pas dominer l'ensemble des autres, on est obligé de négocier avec les autres, the rest. Oui, et cette mentalité avait un peu gagné l'Europe aussi, l'ensemble de l'Occident. Donc on redécouvre la réalité, notamment le fait qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la Russie, même si on n'est pas désaccord, si on n'est pas d'accord avec ceci ou cela, etc. Donc pour moi, c'est un moment très important, peut-être le plus important, quelle qu'en soit l'issue, on le verra dans quelques semaines, depuis la fin de la guerre froide. La sortie de la guerre froide, la fin de l'URSS a été très bien gérée, l'après-guerre froide, non. Comment on peut qualifier cette période? Le néo-réalisme, vous avez souvent employé ce terme. C'est pas une période, le néo-réalisme, c'est une conception. Oui, on y est maintenant? On y est obligé, oui. Néo-réalisme, ça veut dire qu'on revient au réalisme, après une période de beaucoup d'illusions, de beaucoup de chimères, et je vous ai dit, cette mélange d'arrogance, d'hubris, de prétention et de désinvolture, les Occidentaux pensant pouvoir imposer toutes leurs conceptions qui sont très sympathiques, très démocratiques, et pensant pouvoir l'imposer au monde entier. Ça ne marche pas. Donc finalement, après un long dédit, les Occidentaux, les États-Unis, la France disent bon, on tient compte du fait qu'on ne peut pas faire partir Assad au préalable, on veut obtenir son départ, mais c'est dans un processus, donc c'est une dynamique. C'est plus la même chose que d'afficher des positions dont on ne peut plus bouger. Du coup, Poutine est là, il s'est remis dans le jeu par son intervention qui a fait hurler les Occidentaux parce qu'il ne bombarde pas exactement ce que les Occidentaux voudraient bombarder, mais il a sa propre logique. Mais dès lors qu'on est dans ce terrain, sur ce terrain, ça se négocie. Ça peut bouger, il peut y avoir une dynamique. Donc, à partir du moment où le président Hollande s'inscrit dans cette dynamique, à cause de cette tragédie qui oblige à innover quand même. Donc il y a eu un revirement, une inflexion, un changement net. Une évolution, un rebond, quelque chose. On le veut, mais c'est fini ce que vous dites, les positions. Vous avez employé ce mot sympathique sur le papier, on discute qu'avec nos amis, ça c'est terminé. Oui, parce que c'est stérile, on est obligé de tenir compte du fait que, comme disait George W. Bush, le monde est plein d'étrangers. C'est une semi-plaisanterie. Je ne sais pas si c'est une référence, oui. Oui, mais c'est une remarque. C'est une remarque assez forte du point de vue des Américains qui pensent qu'il faut imposer nos idées à tout le monde. Bien sûr, moi je crois fondamentalement à nos valeurs, la démocratie, les droits de l'homme, etc. La question porte sur la façon de les propager ou de les imposer, ce qui n'a pas marché. Bon, donc dès lors qu'on revient sur le terrain de la réalité, qu'on admet l'idée, non pas qu'on est d'accord avec toutes les demandes de Vladimir Poutine, naturellement, mais qu'on ne peut pas traiter la question du Moyen-Orient en général et de la Syrie en particulier sans lui, à partir de là, on discute. Quel sera l'aboutissement de la discussion? Je n'en sais rien. Mais ça donne au président Hollande, auréolé de ce drame, en fait, épouvantable, et de la force de sa réaction et de son gouvernement par rapport à ça, je pense que ça lui donne une autorité assez grande pendant un certain temps, pour convaincre précisément l'ensemble des pays qui ne se satisfont pas simplement d'avoir endigué Daesh, ce qui était le cas par des bombardements. Les gens qui disent que les bombardements ne servent à rien se trompent là-dessus. S'il n'y aurait pas eu de bombardement, Daesh aurait été beaucoup plus loin. Mais Daesh était endigué, même pas neutralisé. Mais maintenant, il faut l'éradiquer. Oui. C'est ces mots-là qu'on entend. Entre-temps, ils n'ont même pas été neutralisés. Sinon, il n'y aurait pas le quartier général du djihad francophone à Raqqa, du djihad russophone, etc. Et donc, puisqu'on n'arrive pas à les neutraliser, il faut aller jusqu'à l'éradication. Ça veut dire coalition. Oui, alors justement, coalition. On va s'arrêter, Hubert Védrine. C'est un vrai objectif. Oui, ça. Mais on voit cette coalition s'esquisser. Chacun montre ses muscles, je vais dire. Mais où est le mode de direction politique? On frappe, on est d'accord. On bombarde, on est d'accord. On intensifie nos bombardements, mais pour quel projet? Qui dirige? Qui mène? Et qu'est-ce qu'on fait exactement? Quel est l'après? Vous avez raison de dire qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension militaire, mais elle est encore limitée. Oui. Ce sont des bombardements spécifiques sur des sites, des centres de commandement, des centres d'entraînement, des dépôts d'armes, etc. Au-delà, quel est le projet militaire? Si on veut éradiquer, il faudra aller plus loin. Donc il faudra articuler un certain nombre de pays qui n'ont pas forcément le même calendrier, les mêmes priorités. C'est toujours comme ça dans les coalitions. Il n'y a jamais de coalition. À ce point au départ. Après, c'est une dynamique. Faire une coalition, c'est précisément dépasser les intérêts différents, divergents, légitimes, pour les dépasser par une stratégie générale. Si les uns après les autres, compte tenu de l'épouvante des attentats dans les différents pays, récemment à Paris, comprennent que c'est le danger numéro un, on peut penser qu'ils vont finir par dépasser leurs calculs à court terme qui n'allaient pas forcément dans ce sens, sur le plan militaire. Et sur le plan politique, vous avez raison de le souligner, il faut qu'il y ait un objectif pour l'Irak et pour la Syrie, pour les deux.
pas que pour la Syrie. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on a besoin des uns et des autres. Prenons l'exemple de l'Irak, on parle surtout de la Syrie ces derniers temps. Mais en Irak, c'est quoi la question? C'est de remettre les sunnites dans le jeu. Alors que quand Ils les avaient chiites... été écartés, humiliés même. Écartés, humiliés, rejetés une sorte de néant politique. Il n'y a que le général Petraeus, à un moment donné, pour ceux de nos téléspectateurs qui s'en souviennent, qui avait réussi habilement à remettre les tribus dans le jeu, mais ça n'a pas duré. Quand les Américains sont partis, les gouvernements chiites majoritaires de Bagdad qui se sont succédés ont eu des attitudes sectaires, c'est-à-dire tout pour les chiites, rien pour les sunnites. Donc les sunnites ont été rejetés. Et s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu cette alliance à la fois satanique et improbable entre Al-Qaïda rebaptisé Daesh et d'autre part les anciens cadres de l'armée de Saddam Hussein. Donc dans l'avenir, il faut redonner une place aux sunnites en Irak. Donc il faut un débat sur les institutions, les garanties. On ne peut pas l'avoir sans l'Iran. On n'entend pas beaucoup. Oui, oui mais je ne dis pas ce qui est fait, ce qui est fait demain matin. Ce qu'il faut faire. Sur ce qu'il va falloir faire. C'est impossible sans l'Iran. C'était impensable avant. C'est devenu pensable, je ne dis pas facile, mais pensable depuis l'accord du 14 juillet. Les Iraniens et les Irakiens vont peut-être travailler ensemble, peut-être aller même sur le même terrain pour les Iraniens et les Irakiens. C'était impensable avant. C'était impensable avant, mais il y a eu l'accord du 14 juillet obtenu par Obama sur le nucléaire iranien. Il y a coïncidence, peut-être d'ailleurs excessive, entre l'Iran et les chiites de l'Irak qui gouvernent à Bagdad. La question, c'est de remettre les sunnites. Donc, quelles sont les garanties que la coalition, si elle s'organise au niveau politique, peut donner aux sunnites de demain? Si on n'y arrive pas, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on restera dans la situation actuelle où Daesh est en train de s'incruster et n'est pas neutralisé et menace un nombre extraordinaire de pays. Et celui dont on attend beaucoup... il y a la Syrie. Oui, Barack Obama, qui a fait preuve quand même ces derniers mois, même au niveau de sa rhétorique de beaucoup de prudence. Là, il change, les mots sont plus durs, on va éradiquer Daesh. Mais comment l'homme du désengagement, il a été élu pour cela, Barack Obama, désengager trop, va devoir intensifier tout ce qu'il est en train de faire. Oui, mais quand on est le président des États-Unis, on ne peut pas avoir une politique trop simpliste non plus, ni trop schématique. Il faut tenir compte des événements qui sont déterminants. C'est vrai qu'il a été élu pour extirper les États-Unis de toutes les impasses dans lesquelles George W. Bush les avait enferrés. Il l'a fait, en Afghanistan, en Irak, etc. Là, il a une situation particulière. Les Américains qui voulaient précisément tourner la page des interventions excessives évoluent. On le voit, sondage après sondage. D'abord sur les interventions aériennes. Ils étaient contre, puis moins contre. Partagés, finalement pour. Elles ont lieu. Intervention au sol, ils sont tout à fait contre, mais ils sont moins contre qu'avant. Et ils prennent conscience du fait qu'il y a un risque. Donc s'ils mesurent qu'il y a une sorte de base arrière d'un terrorisme qui a un potentiel de destruction mondiale, enfin un peu partout, l'opinion américaine peut suivre et donc Obama peut peut-être bouger, même s'il est en son fort intérieur philosophiquement. Bouger avec des forces spéciales au sol, pas au-delà, on l'imagine mal. Non, oui, mais enfin tout ça c'est extensif. Bon, il a certainement une marge en réalité. Il ne va évidemment pas engager l'armée américaine dans une gigantesque opération, mais je pense qu'il y a une marge de manœuvre par rapport à ça. Et que François Hollande est le mieux placé en ce moment. En ce moment, à cause de la position de la France, qui était en première ligne. Malgré le revirement ou le changement ou l'évolution dont vous avez parlé tout à l'heure, qui était quand même porté par le Quai d'Orsay. Grâce à. Expliquez-nous comment ça, grâce à. Parce que le fait de s'être remis dans cette logique possible de coalition, Poutine en avait parlé, mais si Poutine est le seul à y penser, ça ne peut pas marcher en fait. Parce qu'on ne peut pas passer du stade du raisonnement où on dit qu'il faut tenir compte de la Russie à l'idée que c'est la Russie qui tire toutes les ficelles, bien sûr que non. Donc Poutine, il continuerait à acclamer dans le désert s'il n'y avait pas un autre mouvement. À partir du moment où la France dit « je suis dans cette ligne-là », mais la France va avoir ses propres idées sur ce que peuvent faire les uns et les autres. Vous me parlez d'Obama, on parle de Poutine, mais après, il y a beaucoup d'autres sujets, même au niveau politique. Comment obtenir de la Turquie qu'elle dépasse son double jeu? La Turquie, ce qui l'intéresse, c'est de contenir l'autonomie kurde, pour qu'elle ne soit pas contagieuse chez elle. C'est pas du tout Daesh, en fait. Donc il y a d'autres pays qui ont d'autres priorités. Mais à un moment donné, un pays frappé comme il l'a été, Paris, qui est un symbole pour le monde entier, n'oubliez pas que c'est le pays le plus visité au monde, en termes touristiques. Donc ça veut dire que pour énormément de gens, il y a une réaction personnelle, sensible. Ils y ont été, ils veulent y aller. Vous voyez, tous les couples asiatiques qui viennent se faire photographier sur les ponts du centre de Paris avec la Tour Eiffel. Il y a une résonance de Paris, donc attentat à Paris. C'est quelque chose de plus fort que c'est un pays parmi d'autres qui a été frappé. Il y a eu beaucoup de messages de solidarité de la part aussi des Européens, mais quand on suit les débats en Allemagne, Angela Merkel ne prononce même pas le mot guerre. Matteo Renzi en Italie non plus. Oui, Matteo Renzi dit qu'il ne faut même pas avoir de réaction dans l'émotion. Où sont les partenaires européens? Eh bien, c'est une photographie de ce que sont les Européens. Ils sont comme ça depuis l'après-guerre. Ça fait
depuis très très longtemps. Oui, vous mais savez je très croyais bien que ça allait y avoir un déclic. Oui, là. c'est possible. Ah, on sait très vous y bien que croyez. le concept d'Europe de la défense n'a jamais eu de contenu et les autres Européens veulent y échapper. Ils avaient cru pouvoir être dans un monde idéal, quoi, la fameuse communauté internationale, le monde post-tragique. Mais l'événement est violent quand même. Regardez les interrogations de nos amis belges. Ils sont obligés de s'interroger sur ce que... non pas sur le passé, mais enfin, ils s'interrogent sur ce qu'ils peuvent faire de mieux quand même pour contrôler. Regardez pendant très 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 longtemps, dans l'affaire de Schengen, la seule chose qui passionnait les opinions européennes, c'est la libre circulation interne. Le fait que ce soit subordonné à un contrôle effectif externe, ça avait été oublié entre-temps. Parce que c'était l'idéologie, on va dire, sans frontiériste. C'est merveilleux, il n'y a plus de frontières, on va où on veut, etc. C'est très sympa si le monde entier était rempli d'Européens de l'Ouest. Bon. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Le monde est resté dur. Donc je pense qu'il y a des traumatismes, il y a des chocs, il y a des remises en cause, et qu'à un moment donné, il peut y avoir une catalyse. Et qu'à partir justement de l'initiative de la France et du président français et de ses contacts de cette semaine, je pense qu'il peut faire bouger les uns et les autres. Il peut dire à Merkel ou à Renzi, ok, je comprends, le mot guerre n'est pas utilisable dans ton pays parce que ceci, cela, il n'empêche qu'il faut être beaucoup plus efficace, beaucoup plus allant sur la sécurité intérieure des Européens, sur les actions extérieures. Il y a 36 façons d'intervenir ou de soulager la France dans ce qu'elle fait seule pour tout le monde et à la demande du Conseil de sécurité au Sahel, par exemple. Donc nous sommes dans une phase de dynamique possible. Donc il ne faut pas analyser les positions comme si elles étaient vouées Et figé, oui. à ne pas bouger du tout. On entend beaucoup, et c'est tout à fait légitime, Hubert Védrine, dire qu'il faut que les musulmans se mobilisent, comme s'ils étaient d'ailleurs en dehors de cette guerre. Et pourtant, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent, mais les musulmans, ce sont les premières victimes. En tous les cas, ce sont des victimes, évidemment, comme les autres. Les deux choses sont vraies. Statistiquement, les premières victimes du terrorisme, intégristes, salafistes, etc., tout ce qu'on veut, cette de folie absolue meurtrière, ce sont des musulmans, puisque ces mouvements s'en prennent d'abord à l'ensemble des autres musulmans qui ne respectent pas leur définition tout à fait folle de la charia. Donc haine absolue pour les chiites, évidemment pour les minorités issues de celles courant, yazidis ou autres, et détestation des musulmans qui ne vivent pas correctement, et au-delà les autres. Donc c'est vrai statistiquement, il faut le rappeler sans arrêt, que ce n'est pas un mouvement qui s'est créé on ne sait pas où uniquement pour frapper des Européens de l'Ouest, ça c'est vrai. Deuxièmement, est-ce que les musulmans expriment assez fort leur position? Pas assez. Moi je pense que, vous connaissez l'argumentation, quand on demande à des musulmans de condamner ça, ils disent mais ça ne me regarde pas, ça n'a aucun rapport avec l'islam. Si on me demande, c'est qu'on me stigmatise, on me soupçonne. Donc beaucoup d'entre eux ne veulent pas, sauf quelques imams très ouverts, quand on voit dans les débats, c'est un peu toujours les mêmes, bon, et ça ne va pas au-delà. Je pense que c'est cette gêne qui alimente l'amalgame en fait. Et que ce qui manque, en dehors d'un travail intellectuel pour contester l'interprétation délirante qui est faite de telle ou telle sourate, donc un travail d'intellectuel, de théologien, de penseur, de philosophe, qui est en cours dans énormément de pays, mais qui n'est pas encore assez relié, ni assez fort, ni assez visible. Ce qui manque, c'est une énorme manifestation dans toute l'Europe de centaines de milliers de musulmans qui diraient stop, stop. Et du coup, s'ils font ça, ils détruisent la possibilité de l'amalgame. Donc je pense que l'amalgame est entretenu et alimenté par cette gêne, en fait. Vous voyez, donc je retourne complètement ce qu'on entend souvent, et j'ai l'impression que l'opinion chez les musulmans d'Europe chemine dans ce sens. Et si cette révolution moderne peut avoir lieu, c'est en Europe. Elle n'aura pas lieu dans les pays arabes, pour des raisons évidentes de manque de liberté ou de démocratie. Donc les musulmans d'Europe, ils ont une responsabilité historique. Ils sont peut-être la clé. Il y a aussi, Hubert Védrine, le terreau du djihadisme en France. Pour le ministre, je vais vous citer sa phrase, Emmanuel Macron, la France a une part de responsabilité dans ce terreau, la société française. Faux, lui répond Jean-Pierre Chevènement, pas de culture de l'excuse, dit-il. Quelle est votre position entre les deux? Ma position, c'est que fondamentalement, c'est une gigantesque convulsion au sein de l'islam, qui au départ n'a rien à voir avec la France, qui est une sorte de réaction viscérale à la modernité, tout ce que ça représente, donc une régression archaïque. Et après, cet énorme mouvement qui a balayé tous les mouvements modernistes dans l'islam qui ont été extrêmement puissants au XIXe siècle, au début du XXe et pendant très longtemps. Donc une régression énorme, défensive, une sorte d'identité souffrante et pathétique. Après, ça se nourrit de tous les combustibles. Évidemment, on peut dire l'intégration n'a pas été assez réussie en France. Bien sûr, la politique de la ville n'a pas été assez réussie, naturellement. Mais ce n'est pas ça qui explique Boko Haram. Ce n'est pas ça qui explique les talibans. Ce n'est pas ça qui explique l'attentat récent à Beyrouth.
ni ce qui se passe en Indonésie ou aux Philippines, ou etc., etc. Donc il faut intégrer cet élément, mais en disant que c'est un élément d'explication complémentaire et pas principal, et ne pas en faire une sorte de terrain un peu expiatoire, c'est de notre faute à cause de la politique de la ville. C'est pas vrai. Si on fait ça, on ne trouvera pas la bonne réponse, mais c'est venu de milieux français, de gauche en général, de droite aussi, ou de maghrébins mais formés à la française, qui globalement ont considéré que la religion c'était terminé. C'était archaïque, c'était des vieux barbus, on s'en fiche. Bon. Et finalement, il y a un retour du religieux sous sa forme la plus féroce et la plus primitive. Alors, dans nos pays, c'était devenu impensable. Et un conflit de religion. On a eu des guerres de religion féroces avec des atrocités, genre Daesh, hein, mais c'était il y a plusieurs siècles. Donc toutes les élites ont cru que c'était fini, dépassé. Donc quand elles ont été désarmées, elles ont eu, à mon avis, un certain retard à l'allumage, pour dire ça pas trop méchamment. Mais maintenant, c'est fini. Il y a eu le choc, janvier, novembre, et je crois que tout le monde a dépassé le stade de la sidération. Que, certes, il y a des politiques sociales plus intelligentes à mener, c'est évident, ça. C'est évident que l'intégration n'a pas été réussie dans beaucoup de cas. Mais le cœur du combat, il n'est pas en France. On est des victimes collatérales par rapport à ça. Et le cœur du combat, il n'est pas que social, il est théologique. Donc ce n'est pas des États laïques européens qui peuvent le mener. Voilà pourquoi la guerre sera longue. Donc ça ramène à votre question d'avant. Oui. Hubert Védrine, je sais que je vais vous faire sourire par cette conclusion, en vous annonçant tout à l'heure, et bien sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réactions en demandant mais pourquoi M. Hubert Védrine n'est plus justement aux responsabilités? Pourquoi ne revient-il pas avec une telle vision au Quai d'Orsay? Elle vous paraît totalement décalée? Non, c'est très sympathique. Mais j'ai passé 19 ans, je ne sais pas si les gens qui font ces remarques le savent, 19 ans au cœur de l'appareil d'État. Donc j'étais disponible 19 ans, 24 heures sur 24. Donc j'ai apporté quand même ma contribution à tout ça. Et puis j'ai pris goût à la liberté depuis. Je crois aux idées, comme Gramsci, vous voyez. Et je ne sais pas si je pourrais répondre avec la liberté que j'utilise en répondant à vos questions, si j'étais à nouveau dans une situation de responsabilité. Et puis il y a énormément de talents, de gens pour faire tout ça. Donc il y a aussi quand même, dans la confusion dans laquelle nous sommes, où toutes les crises arrivent en même temps et nous prennent à la gorge, je pense qu'une parole à la fois expérimentée de liberté est assez précieuse. C'est pour ça qu'on vaut bien telle ou telle fonction. Ravi de vous recevoir. Merci pour la clarté de vos propos. Merci Hubert Védrine. Voilà pour cet entretien qui a été enregistré quelques minutes avant l'émission. Tout de suite, à suivre, c'est le zapping de Public Sénat. Et puis ce jeune homme surgit de nulle part, étendard tricolore en main, casquette sur la tête, comme une image du Parisien des barricades et des révolutions du passé, vient accrocher son drapeau à la porte du carillon. Hier j'étais à un concert, voilà, j'étais à l'Olympia. J'aurais pu être au Bataclan parce que je suis un Parisien qui sort pas mal. Je mange là de temps en temps. Petit Cambodge, je viens de boire une petite bière de temps en temps aussi ici. Voilà, ça aurait pu être moi, c'est d'autres. Lorsqu'il est à l'Élysée, sa toute première déclaration est presque effrayante parce qu'il est effrayé. Il est très, il est très ému, on le sent très ému. Oui, et puis même, on sent quand même une peur, il y a des respirations entre les phrases, c'est saccadé. Alors est-ce qu'il intervient trop tôt? Parce qu'il intervient finalement alors que l'assaut... Enfin voilà, il intervient avant la fin des événements, il intervient en cours, on est pendant les événements. D'une part, c'est trop tôt, mais je pense aussi que, et c'est ce qui se passe quand on le prévient au Stade de France, je pense qu'il sait que là, il joue son mandat présidentiel. Les Français ne sont pas dupes des manipulations qui existent. L'unité nationale pour effacer les responsabilités. L'unité nationale pour qu'il n'y ait pas de débat sur les frontières, sur l'incarcération. On voit bien les choses. Mais je le dis très clairement. Il y a une tentation d'utiliser sordidement les événements pour qu'il n'y ait plus de débat en France sur les questions clés. Eh bien, le meilleur hommage qu'on puisse rendre aux victimes, c'est de débattre en profondeur. Nous
nous sommes dans une situation d'urgence. Il fallait, je crois, répondre à cette urgence. J'ai pour ma part voté, mais en ayant en tête toutes ces préoccupations tout à fait légitimes de danger qu'il fallait pointer par le biais de ces amendements. Ça, c'est l'urgence. Après, si on parle de réforme constitutionnelle, on sera dans un autre contexte. Et là, il faudra sans doute réfléchir à nouveau à ce qui se passe. Ces 2 dernières années, la ville de Gaziantep a servi de base arrière aux volontaires désireux de rallier l'organisation. Ces filières ont accueilli les jeunes combattants venus se battre pour la première fois. Beaucoup étaient originaires du Maghreb et d'Europe. Parmi eux, 3000 Tunisiens, 2000 Marocains et 1 millier de Français, tous encadrés par des professionnels du djihad qui avaient déjà servi sous les couleurs d'Al-Qaïda. L'idéologie salafiste, moi je reste sur ce terme, est une idéologie totalitaire parce qu'elle se veut expliquer la totalité du monde, comme on a connu le communisme, comme on a connu le nazisme. Donc là, pour être clair, ça veut dire que parce qu'il n'y a plus d'idéologie, parce que depuis la chute du bloc communiste, il n'y a plus d'idéologie un peu totale qui soit en capacité en fait, de déplacer les foules, c'est la seule idéologie sur le marché? Oui, absolument, et ça a pris la place du tiers-mondisme, parce qu'aujourd'hui, un jeune qui a du mal à se situer dans cette société, qui veut défendre les gens qui sont persécutés par l'impérialisme au sens générique, ne peut qu'adhérer à cette idéologie-là. Des critiques sur la réserve parlementaire, Éric Bocky en entend régulièrement, et même ce maire à qui le sénateur a proposé de l'aider est très sévère sur son utilisation. Comme c'était pour la cour d'école, j'ai accepté. Sans ça, ça aurait été pour faire un truc ou non, j'aurais même pas demandé. Pourquoi ça me gêne? Parce que c'est de l'argent public qui est distribué un peu à la tête du client. C'est de l'argent public, il est géré en toute transparence. La réserve parlementaire d'un sénateur, c'est 150 000 € en ce qui me concerne pour une année. Alors je veille scrupuleusement à ne pas servir entre guillemets que mes amis. Et on arrive à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr demain pour nos débats, décryptages et entretiens. À noter également vos autres rendez-vous. Demain matin à 8 h, Xavier Bertrand, le député Les Républicains et l'invité de Territoire d'Info. À demain donc, belle et douce fin de soirée en notre compagnie.